Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pardon. L'histoire que je vais avoir le privilège et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Et évidemment, elle est véridique, elle m'est arrivée à moi. Et à d'autres en même temps. À l'époque heureuse où j'avais bâti mon nid tout en haut de l'immense palais, de l'immense royaume des compensations. À cette époque, régnait encore le roi à la masse-man fond d'arc et la petite bouche à 12 en algèbre des compensations. Ce n'était pas un bon roi. Il complexait sur tout le monde et tout le monde dans le pays le détestait aussi. Emmerder le monde dans un niveau extrême était son passe-temps favori. Enfin, bref, pour tout vous dire, nous n'étions pas amis. Et il y a aussi éventuellement une histoire de bergère qui se fait ramoner, mais là on rentre dans des détails peut-être un petit peu trop sombres de l'histoire. Salouf, je suis HS, maître du chaos, et aujourd'hui bien évidemment, comme la miniature vous a sûrement spoilé les faits, mais ou divulgaché comme vous préférez, on va évidemment parler du roi et l'oiseau, qui d'ailleurs me fait penser que vu le contexte historique et tout le merdier que ça prend en compte, je vais devoir peut-être changer de couvre-chef, prendre quelque chose de plus adapté. Comme par exemple, non ça c'est mon chapeau de magicien, où est-ce que j'ai foutu mon... Ah, me voilà. Oui, parce que faut bien prendre du contexte d'époque. Mais quand même, hein, ça commence à dater. Voilà, un vrai chapeau de luxe pour une vraie vidéo de luxe. Bon, allez, toi va te coucher. Alors, par quoi on commence exactement? Alors, normalement, vous savez, quand on fait une critique sur un film, etc., enfin, même là si je suis un peu tout seul, mais évidemment, confinement, tout ça, en plus c'est marrant parce que ça va peut-être faire écho avec ce qu'on va parler, de toute façon grâce à ce film. Voyons. Disons qu'il y a une histoire de faire normalement les mauvais points avant, sauf que va trouver des mauvais points dans cette œuvre cultissime, c'est quasiment... bon ouais voilà, c'est-à-dire, on devrait se vanter bien plus souvent, la France en tout cas devrait se vanter bien plus souvent d'avoir fait ce chef-d'œuvre, mais évidemment, hein, c'est toujours là où ils sont les meilleurs que les Français ne se vantent pas, hein, c'est bien connu. Hein, dès qu'ils évitent de faire des conneries, là, on ramène toujours sa fraise, hein, mais dès que on est, je sais pas moi... les authentiques distilleurs de l'absinthe ou les créateurs du roi et l'oiseau, évidemment, personne ramène sa fraise. Bon, je vous jure. Bon. Sinon, bref. Bon, trouver des mauvais points. Oui, j'ai exactement trouvé ce qu'il fallait que je dise en mauvais point. Ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le film. Un mauvais point qui d'ailleurs, il y a quelques années, c'est-à-dire avant la refonte DVD, c'est-à-dire avant qu'on refasse un DVD avec ce film, n'existait pas, mais alors pas du tout. Genre le con, quoi. Je vais citer un défaut du film qui n'existait pas. C'est-à-dire que ça a été créé avec le temps. Ça veut dire que on a décidé de mettre un défaut au film. Il était trop bien. Alors ils se sont dit non, mais après il y a des gens qui vont dire que ça vaut 20 sur 20. Alors que non, rien ne vaut 20 sur 20. Mais évidemment, ils ont dû se dire que j'allais peut-être trop, surcoter le film. Alors du coup, ils ont mis un défaut dedans. C'est ça le con. Alors, et qu'est-ce que j'entends par défaut? Alors, disons que, je sais pas si vous savez, mais il y a différentes VF des films d'animation en général. Que ce soit à cause de la traduction d'un autre pays, ou même dans notre propre pays, où ils ont décidé, bêtement, de faire plusieurs versions. En fait, il y a très exactement 3 versions du Roi et l'Oiseau. La première, en fait, n'est même pas d'ailleurs une version du Roi et l'Oiseau, puisque à l'origine, le film s'appelait Alors attendez, parce que... À l'origine, le film, il a été fait le
29 mai 1953. Alors, le réalisateur c'est Paul Grimaud. Oui, c'est ça, j'ai bien lu. Je voulais être sûr parce qu'il y a, en fait, à la base, il y a 2 personnes sur le sujet, mais il y en a une qui a passé l'arme à gauche entre temps, et voilà. Et du coup, la version définitive qui s'est faite en 80, qui d'ailleurs n'est pas la version définitive, parce qu'après, comme je dis, ils ont refait récemment une version DVD, mais voilà, la version là a été redoublée du coup. C'est-à-dire que la première version qui s'appelait en fait en réalité celle de justement de 1953, qui s'appelait La Bergère et le Ramoneur, par le conte de... Alors je sais que c'est celui qui a fait le conte de la petite sirène, mais attendez, est-ce que c'est marqué quelque part? Alors, d'après... Ah non, ah pardon, là je suis en train de tomber sur des infos qui sont un peu importantes. C'est qu'en fait, les 2 types justement qui ont fait le film en réalité, que c'est Paul Guillemot, oui, je l'ai dit, mais il y a l'autre, j'ai trouvé son nom, c'est Jacques Prévert, voilà. Je savais bien que je connaissais son nom, mais que ça m'avait échappé, je voulais pas dire de bêtises, mais du coup je l'ai bien remis. Voilà, c'est ça. Et sinon... c'est pas Andersen qui a fait la petite sirène, donc oui, ça doit être lui, hein. Ouais, je me fais confiance, on va dire que c'est Andersen. Bref. Ouais, t'as vu le professionnalisme, tout ça. Bref. Et disons que, du coup, dans cette première version, il y avait, bon, alors ils ont pris les doubleurs qu'ils ont pris, hein, c'est pas le sujet, mais l'histoire était foncièrement différente, c'est-à-dire qu'on était plus concentré justement, d'où le titre, sur la bergère et le ramoneur, qui à la base est une histoire dans le bouquin, pour vous la faire courte. Ces 2, comment on pourrait appeler ça, santons, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui tombent amoureux l'un de l'autre, l'un qui a la forme d'une bergère et l'autre d'un ramoneur. Waouh, spoiler. Et il y a une espèce de vase chinois, qui a la forme d'un chinois, un plus gros vase, un plus gros santon, disons, qui sans vraiment avoir foutu le camp du film, c'est-à-dire que sans que l'adaptation l'ait complètement rasé, n'a plus du tout l'importance qu'il a dans l'histoire d'origine. Voilà, et du coup, voilà, et après ils finissent par vivre heureux ensemble, voilà, ils arrivent à s'échapper, voilà. Et en se basant là-dessus, hein, voilà, ils ont fait La Bergère et le Ramoneur, sauf que, évidemment, les mecs, là, les 2 scénaristes, ils se sont dit, attends, non, une histoire d'amour c'est pour les tapettes, alors on va mettre une histoire d'amour parce que voilà, mais par contre, on va dire que ça se passe dans une dictature futuriste, qui d'ailleurs a vraiment vu dans le turfu pour certains trucs, parce qu'il y a des sujets, bon alors je sais que l'histoire de l'humanité est universelle et tourne en boucle, mais fallait la faire, bon bref. Des fois d'être pointu à ce point-là sur ce qui allait vraiment pouvoir arriver, etc., etc. Et donc, où je veux en venir avec ça, oui. Et du coup, il y a la première version du coup de ce truc qui est plus quand même focalisée sur la bergère et le ramoneur, même si ça parle effectivement d'une dictature futuriste. Et à la fin, du coup, il y a... Alors, ouais, bon, désolé, mais c'est vrai qu'on raconte toujours hein, dans nos vidéos, et du coup, je vais rien changer. Et ben, il y a une histoire de happy end avec... ils s'évadent du royaume, il y a une fête foraine, tout ça, et il y a l'oiseau qui prend en photo le couple et tous les potes, quoi, qui se sont faits dans le... Voilà, bon, bref. Et du coup, c'est un happy end, bateau, voilà, comme ça. Et là, ils ont une version française pour ça, avec aussi une musique différente, parce que la bande-son, qui est d'ailleurs la même, mais n'est pas retravaillée, c'est-à-dire qu'il y a la chanson, ils ont fait une chanson pour l'occasion, et ils ont gardé la même bande musicale tout le long. C'est ce qu'il y a aussi dans le film qui a été refait après, l'apogée, mais c'était un peu plus soft, disons, comme bande musicale, c'était vraiment bateau. D'ailleurs, si vous voulez essayer de retrouver cette version, bonne chance, parce que moi je n'ai pas réussi à la retrouver en français, le Bergère et le Ramoneur, je n'ai pu la trouver qu'en anglais, et je pense que je ne l'ai pas vécu comme j'aurais dû le vivre, parce que justement je sais qu'ils n'ont pas la même VF, mais je le saurai jamais en fait. Et ensuite, ils ont fait justement, en 80, il y a
Paul Guillemot qui s'est dit bon, bah, on va faire le vrai produit final, parce que notre vrai truc, après tout, ça parle d'un truc futuriste, d'une dictature par un roi voilà, qui est ce qu'il est, et qui va, voilà, quoi, qui va poser les problèmes qu'il va poser. Et on va faire en sorte de refaire un peu le film. C'est-à-dire ils ont rallongé le film d'une poignée de minutes. Alors lesquels exactement, j'ai essayé de calculer par rapport à la version que j'avais vue en anglais là, mais bon, j'ai pas bien, je vois pas bien parce qu'il y a des scènes qui sont carrément différentes en fait. Il y a des trucs, la fin par exemple n'a rien à voir, hein. La fin par exemple c'est plus du tout une histoire de oui je prends une photo d'un happy end machin, non 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 non, ça reste une fin ouverte en fait, c'est une fin complètement ouverte pour dire que l'histoire se répète en fait, mais c'est bien plus pointu que ça disons. Et du coup ils ont mis la vraie vision de l'œuvre qu'ils avaient, du coup en fait littéralement plus rien à voir avec l'œuvre d'Anderson quand tu vas sur le papier, à moins que Anderson ait vachement bien caché des trucs dedans, mais... Voilà, mais bon. C'est clair que oui, tu fais pas ça, voilà quoi, c'est... Bon. Bref. Et du coup, là, le défaut en question que j'essaye d'établir depuis tout à l'heure, parce qu'il faut bien comprendre que ce défaut n'existait même pas à l'origine. Parce que la première justement, la version numéro 2, entre guillemets, de la VF, est nickel, chrome. Bon, ça cabotine dans tous les sens, mais c'est l'esprit du truc qui compte. Et du coup, d'accord, ça cabotine, comme d'ailleurs comme je l'ai fait l'intro en fait, hein, on cabotine notre race, on se la pète, on écarte les bras, on fait des grands gestes, hein, voilà, mais évidemment, on ne perd pas l'essentiel de point de vue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la version DVD? Ils sont allés rechercher le doubleur du roi et de l'oiseau, c'est-à-dire les deux doubleurs, des deux. Ils sont allés les rechercher dans leur maison de retraite à Menton. Bon, peut-être pas, ils sont peut-être pas si vieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont allés rechercher les doubleurs, ils les ont traînés devant le micro, ils leur ont fait, voilà, tu vois tout ce que t'as dit, tu redis la même chose, mais pas pareil. Comment ça, la même chose, mais pareil? Mais tu redis la même chose, mais pas pareil. C'est-à-dire que les dialogues dans la version DVD sont à l'identique, il n'y a pas un mot de travers, c'est les mêmes dialogues mot pour mot. C'est juste qu'ils ont trouvé le moyen de les faire dire différemment par les deux doubleurs principaux. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que ce seraient les personnages principaux au final. C'est-à-dire le roi et l'oiseau, d'où le changement de titre, etc. En même temps, la bergère Ramoneur, ça faisait un petit peu... Remarque, non, il y a littéralement un film érotique qui s'appelle comme ça, sauf que ça s'appelle La bergère et les Ramoneurs. Mais bon, petite parenthèse. Voilà, ça c'est fou, ça fout le camp. Mais voilà, disons que voilà, le défaut, le seul défaut, c'est que dans la version DVD, au lieu de... Ben, je sais pas, tout bête, surtout pour garder les dialogues à l'identique, tu pouvais pas garder le dialogue, justement, quitte à garder tout à l'identique. Sauf que de le faire dire différemment, donc en cabotinant différemment, donc moins bien, bah, pour la nostalgie évidemment, parce que évidemment la nostalgie tout ça, évidemment que je vais pas être impartial là-dessus, mais surtout que moi je connais la version de 80 et basta quoi. Et le reste pour moi parce que pour moi c'est la version définitive, c'est la version de 80 parce que c'est l'œuvre telle qu'elle était imaginée par les deux mecs, etc. Bon bref, et du coup, pourquoi t'as changé ce putain de truc? Et le pire c'est que ce défaut, il est même pas unique à ce film là, genre il aurait pu, mais ça aurait été débile d'ailleurs, parce que si c'était lié avec lui, qu'il s'était collé ce truc là, mais n'importe quoi. Parce que évidemment, le problème des versions qui changent, c'est que à l'origine, en plus, pourquoi normalement on refait une deuxième version? Que ce soit française, canadienne, on s'en bat même anglaise, parce que ça existe des fois. Bien sûr que les Américains, quand ils font un Disney, évidemment, quand le Disney il date de je sais pas quel âge, évidemment qu'ils refont un doublage parce que les mots sont désuets. Sauf que le problème, c'est que ça n'a d'intérêt que si les mots sont effectivement désuets. Par exemple, le seul bon exemple que j'ai d'ailleurs, parce que on pourrait parler du plus vieux des Disney, des plus vieux classiques Disney, c'est-à-dire Blanche-Neige, qui devrait être le bon exemple, c'est-à-dire qu'ils ont refait une VF différente, ils ont refait une version américaine différente, enfin une VO du coup différente, mais ça n'avait pas lieu d'être en fait, c'est-à-dire qu'aucun mot n'était vraiment désuet. En revanche, ils en ont fait une pour La Belle au Bois dormant, qui elle est parfaitement justifiée, pour le coup. Parce que, effectivement, les mots utilisés dans La Belle au Bois dormant à l'origine, dans les toutes premières versions, les VF et même les autres versions étrangères ou même la VO, avaient des mots vraiment, surtout à cause de Maléfique d'ailleurs, qui utilisait des mots, qui avaient des lignes de dialogue avec des mots, mais qui étaient périmés.
Genre, je crois qu'à un moment elle l'utilise carrément dans la VF, je crois qu'à un moment elle utilise même le mot lume. Je suis plus sûr de ça, mais je crois qu'elle utilise carrément un vieux mot complètement fumé. Bon bref, que personne ne sait ce que ça veut dire. Bon, enfin si, ça veut dire lumière, mais bon, mais je le sais parce que je suis... voilà, mais personne ne le sait, quoi, à part moi. Et voilà, bon bref, et du coup c'est la merde. Et du coup ils ont refait une super VF et une super VO originale, parce que voilà... Sauf qu'après, bah évidemment, c'est un couard foutre de la merde et à se retrouver avec une troisième version. Parce que la version DVD, elle est jamais contente. Ils ont fait ça pour des tas de Disney, même pas que les Disney. De toute façon, ça doit exister pour un tas d'autres trucs. Bien sûr qu'ils refont des versions et ça, je trouve ça complètement débile. Surtout quand la version, elle a genre quoi? Elle a que 40 ans d'écart avec l'autre. Tu dis mais en 40 ans, le langage commun n'a pas assez évolué pour qu'on comprenne plus un mot de ce qui travaille. Voilà, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc voilà, le vrai défaut du film, en fait, c'est sa version DVD. Voilà, la vraie défaut du Roi et l'Oiseau, c'est sa version DVD qui a refait une VF qui n'a aucun putain de sens, d'intérêt. C'est un gaspillage de temps et d'énergie considérable. Bon, bah du coup, maintenant, on va passer au film, c'est-à-dire au bon point. Bon, alors, parlons du film en lui-même, plutôt. Voilà, maintenant, on s'est bien énervé sur la connerie des gens qui refont des VF. Bon, maintenant on va parler des vrais sujets, c'est-à-dire ce pourquoi on est là, c'est-à-dire le Roi et l'Oiseau. Et ben c'est pas dommage, hein. Ça a mis le temps hein, pour commencer. Bon, alors... Bref, voilà. Bon après oui, bien sûr le film n'est pas exempt de défaut en soi, mais en fait je dirais surtout que ce qui n'est pas vraiment un défaut, mais ce qui en est un pour on va dire un public non habitué à ce genre d'œuvre, c'est que c'est vrai qu'il y a plein de messages cachés, que ça vous arrive dans la gueule, et que si vous comprenez pas, ben vous comprenez pas. Moi-même, je le regarde depuis que je suis petio de ouf ce film, et faut bien comprendre que j'ai eu beau le voir des tonnes et des tonnes de fois, à chaque revisionnage, je redécouvrais un truc. C'est-à-dire que à chaque fois, je me disais, oh mais en fait ça parle de ça, oh putain. Voilà, à chaque fois tu te dis, merde, mais ça j'avais... Et en fait, au plus tu vas avoir de la culture, au plus tu vas redécouvrir des choses du film. C'est-à-dire en fait, donc du coup, il faut y revenir plusieurs fois. Tu peux pas le voir une seule fois et dire j'ai tout compris. C'est des conneries ça. Tu peux pas le voir qu'une seule fois et dire ah ben oui, non, mais je comprends très bien la critique, etc. Alors que entre les blagues qui sont carrément du futur, parce que le pire c'est qu'il y a des passages qui existaient déjà dans la version de 53. C'est-à-dire que le coup du roi qui va se marier à la bergère et qui fait une assemblée pas possible, et qu'il y a une espèce de journaliste qui lui lèche trop le cul, etc., qui lèche bien le cul de la dictature, parce que ça c'est quelque chose qu'on savait déjà, évidemment, que la propagande, tout ça, la liberté d'expression, c'était des conneries en cas de dictature, évidemment. Mais là, on le faisait dans un contexte moderne où on pensait peut-être que c'était plus une blague qu'autre chose, et non! Évidemment que non. Bien sûr que des années plus tard, les gens avec leur putain de micro au mariage princier, ils allaient bien lécher le cul de... Tu vois, évidemment, ils ont téléchargé cet aspect du monde plus moderne. Mais le pire c'est que, quand vous dites que ça se passe dans un futur machin, c'est que ça se passe dans un futur, effectivement il y a une dictature, mais où le gars mégalo qui n'en peut plus, et surtout complexé qui n'en peut plus, a mis sa gueule sur absolument toutes les œuvres qui normalement sont iconiques de la culture humaine en général, parce que le gars il s'est pas contenté de juste prendre un peuple et de le tyranniser, non, il s'est dit je vais prendre la planète et je vais faire un gros truc, voilà, je vais faire une bonne grosse razzia de culturel et voilà, et je vais tout m'approprier, voilà. En fait, ouais, ils ont... Techniquement, en fait, des fois tu te dis, bah après oui, c'est sûr que c'est facile de s'inspirer de n'importe quel dictateur pour faire ça. D'ailleurs, je remarque que, en fait, le roi en question, le Charles là, bref, techniquement, il est inspiré sûrement d'une poignée une bonne grosse lampée de dictateurs divers et variés, même si t'as l'impression qu'il y a des trucs genre Hitler qui ressortent un peu plus, mais bon. C'est parce qu'à l'époque, ça a été fait un peu après-guerre, donc du coup, je pense que c'est encore frais dans la tête de ceux qui ont fait le truc, donc voilà. Ils ont dû se baser là-dessus, c'est sûr, évidemment. Mais bon, alors... voilà. Sinon, oui, après, évidemment, c'est la lutte, en fait, le vrai speech de base, c'est la lutte de la dictature, c'est-à-dire le roi, contre l'oiseau, c'est-à-dire la liberté, etc. Hein, l'oiseau qui, lui, n'a pas besoin de... qui a son amour-propre suffisamment fort pour pas avoir besoin
justement de complexer sur quoi que ce soit, et qui est tout le contraire en fait techniquement, parce que voilà, de l'antagoniste évidemment, puisque faut bien que... D'ailleurs, ce qui est marrant, parce que à la base, même quand tu vois le truc de base, alors la version de 59 avec... pardon, 59. De 53 avec... non, parce que c'est le 29, j'ai vu un 9 en tournant la tête, c'est pour ça, je me suis perturbé. Et la perturbation en sourd, voilà donc, oui. Et du coup, il y a cette version, justement, à l'ancienne, qui avait déjà quand même mis l'oiseau relativement en avant, hein, sûrement exprès évidemment, mais même si à la base, à cause du titre et à cause de beaucoup de choses, genre le fait qu'on se sente justement sur la bergère Ramonor, parce que oui, il y a une bergère Ramonor dans ce putain de film, on se retrouve justement à devoir jongler entre les personnages de plus en plus... Parce qu'en fait, presque chaque personnage qui apparaît, en fait, techniquement, est important. C'est-à-dire que, comme tout est tout le visuel, parce qu'en plus, il faut voir le visuel de ce film, hein, putain, c'est du génie, mais comme tout ce qu'on voit a de l'importance, c'est-à-dire que même quand t'as un moment contemplatif, où t'as l'impression qu'il se passe que dalle dans le film, ben en fait, non, il y a quelque chose, il y a quelque chose à repérer. Il y a des gens, ils se demandent encore, par exemple, à un moment, il y a une scène dans le film où il y a le roi, il va par la fenêtre, et il regarde, comment on peut appeler ça, l'horizon, et en fait, il regarde surtout une statue de lui avec un rhinocéros, où il tape, quand ça sonne l'heure, enfin on sait même pas si ça sonne vraiment l'heure, hein, c'est juste que ça cogne sur la statue en fer, et ça fait oui, oui, oui. Donc, oui, 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 voilà. Et du coup, ce truc-là fait que ça... Il y a différentes interprétations à ce jour, mais j'ai ma propre petite idée sur ce que ça pourrait vouloir dire. Alors après, je dis pas que je détiens la vérité, parce que c'est tellement cryptique comme scène, qu'évidemment, que c'est tellement libre d'interprétation, on n'est pas dans la tête de ceux qui l'ont fait, alors évidemment, on peut pas tout saisir, mais... Il y en a, ils pensent que, alors je vais vous parler de ce qui est la majorité, de ce qui est à plus ou moins établi, de ce que ça voudrait pouvoir dire, ce serait que, justement, c'est que le peuple, entre guillemets, c'est l'instant, et que juste par simple tour de force des événements, et ben, le roi est au-dessus de tout ce beau monde, et bam, voilà, et l'autre obéit. En fait, c'est-à-dire que le roi sanctionne, et le peuple obéit, de toute façon, et le roi, en fait, c'est comme le roi ordonne, punit, fait toutes les bonnes grosses saloperies qu'il a envie de faire, et le peuple acquiesce bien gentiment, voilà, c'est-à-dire bien docilement, le peuple acquiesce, se laisse bien bouffer par la dictature, tout va bien, tu vois, voilà. Voilà. Et ça, bon, alors, normalement, on est parti du postulat que c'est ça le message. Après, moi, j'ai une autre petite truc, c'est que sur cette image en question, je veux dire, c'est intéressant de regarder, je vais peut-être pas la mettre, même si je me suis bien amusé à faire l'intro, mais je vais peut-être pas mettre des images tout le long, et surtout, ça vous donne une raison d'aller regarder le film. Si vous l'avez pas vu, et ben à un moment donné, il y a une espèce de comment on appelle ça, de fond de champ, c'est-à-dire que derrière le rhinocéros et le roi qui lui fout une lance dans le dos, il y a une statue plus loin du roi qui tient le piaf, une statue de lui en or avec l'oiseau justement qui le tient par la gorge. Et que justement, moi je vois un message là-dedans que autant le peuple ça a beau être une immense masse dangereuse, comme le suppose tous les partis politiques qui disent que le peuple devrait toujours être plus fort que ceux qui les dirigent, etc. Mais bon bref, et ben, ils acquiesceront de toute façon, alors que l'oiseau, qui lui est la réelle liberté, est obligé de se faire étrangler parce qu'il fera jamais ce que le roi justement voudra. Mais bon, après ça c'est mon interprétation de cette scène. Même si je suis aussi d'accord avec le fait que oui, le peuple acquiesce bien docilement. C'est juste un prolongement de cette interprétation que j'ai avec comment on peut appeler ça, la statue en arrière-plan du roi qui tient l'oiseau par la gorge. D'ailleurs, il y a beaucoup de fois une statue qui fait ça d'ailleurs, parce que oui, tu vois que son principal problème au roi, c'est bien la seule créature qui lui tient tête sur tout son saloperie de royaume, immense et futuriste évidemment, voilà quoi, je veux dire, c'est, voilà, genre, t'imagines le gars qui fait un film comme ça mais qui se focalise trop sur le fait que ça se passe dans le futur et à chaque fois il précise que tout ce qui se passe c'est du futur, c'est une dictature royale du futur et d'un coup t'as le piaf, il arrive devant la fenêtre, il le toque, il lui fait le fameux je me fous de ta gueule parce que tu... Mais en fait ça c'est un pied de nez du futur. Ah misère.
Bref, alors... Et sinon, bref, oui, et puis du coup... Ah oui, parce que aussi, il y a un petit speech de départ, quand même, qu'il faut quand même bien expliquer. Quelque chose qui n'existait pas dans la version première et qui est apparu dans la version des années 80. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont décidé que comment on pourrait appeler ça, l'oiseau, il était pas juste père célibataire pour le fun, mais qu'il avait perdu son épouse. Et que du coup, il devait élever seul ses oisillons, quoi. Mais là où ce qui est un peu frappant, c'est que faut savoir qu'au début de l'histoire, le roi, bon, il a la big louche, quoi. Il louche et du coup, il toucherait pas un éléphant dans une taupinière, quoi. Et du coup, le fait qu'il ait réussi à tuer sa femme, c'est considéré, même si du coup, il y a plusieurs, entre guillemets, j'ai plusieurs hypothèses sur qui a pu tirer, en fait, mais comme c'est marqué sur la stèle accident de chasse, je suppose que ce qu'ils sont dit comme un accident, c'est que l'autre couillon aurait jamais dû pouvoir la toucher, même par miracle, et que ce salopard a quand même réussi à faire mouche, alors qu'il n'est pas foutu de trouver la poignée de porte du premier coup. Bon, alors qu'il pourrait pas trouver sa bite pour pisser du premier coup. Bon, bref, et voilà, évidemment. Et du coup, tu te retrouves à... Voilà, alors... et justement, ça commence, d'ailleurs l'histoire commence sur le roi qui va essayer de tuer un enfant, un autre membre. Voilà, c'est-à-dire que on ne peut pas tuer la liberté, mais par contre on peut assassiner tous sa femme et ses enfants, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Et du coup, il y a la fameuse scène où il veut tirer sur le... Bon, je sais pas si on a jusqu'à dire que c'est l'oisillon favori, mais c'est celui qui représente la naïveté, en tout cas, de ce que pourrait engendrer la liberté, évidemment. Ça veut dire que comme il a été élevé par la liberté, le Piaf, tu te doutes bien que il est naïf et il voit pas forcément le mal partout parce que ben c'est pas voir le mal la liberté. Voilà, bon bref. Et du coup, il s'en sort in extremis. Enfin non, ça s'en sort pas vraiment in extremis. C'est juste que l'autre, il l'aurait jamais touché dans une taupinière, même si ça avait été un éléphant, et que du coup, il le loupe. L'oiseau arrive, sauve son gosse, etc. Lui fait une morale et voilà, l'engueule comme quoi c'est le plus gros con qu'on ait jamais vu sur cette planète. Il lui louche la gueule et il s'envole. Et il retourne à son nid. Et pendant ce temps-là, bon, ben, le roi un peu, qui a un peu les boules, etc., il repart dans la fameuse scène de l'ascenseur où on récapitule absolument tout son royaume de haut en bas, même si en fait du coup, à ce moment-là de l'histoire, on ne le sait pas encore, mais on récapitule pas tout son royaume de haut en bas. On récapitule que le royaume dans lequel lui habite, c'est-à-dire le roi, le privilégié. Les privilégiés habitent dans cet endroit, c'est la ville haute. Et du coup, dans la ville haute, il y a les eaux, les musées, les tapisseries, la prison d'automne et de printemps, etc. Bon, bref. Bref, il y a tout l'inventaire, etc. Où d'ailleurs on peut admirer toute l'architecture voilà, inspirée de certains tableaux dont j'ai pas le truc sous le nez, donc je vais pas aller vous le chercher parce qu'on va encore prendre une plombe et je perds assez de temps comme ça. Et du coup, il arrive et il va enfin dans ses appartements secrets de Sa Majesté, d'où le fait que il se débarrasse de son page en mode les couilles. Enfin, page, oui, non, parce qu'on a plus l'impression quand même que son vrai page, entre guillemets, c'est son clébard, même si le clébard est plus... Et bien voilà, en fait, si on devait trouver une utilité à tous les personnages, c'est vrai que le chien, il a l'air d'être un petit peu à côté. On se demande vraiment à quoi il sert ce chien de chasse, parce qu'il n'aide pas vraiment à chasser, il est même plus emmerdant qu'autre chose par rapport à son statut. Et en fait, je dirais qu'en fait, le chien, c'est peut-être une représentation comment on peut appeler ça, mais du spectateur en fait, de ceux qui regardent le film, parce que sauf que c'est un personnage qui a l'air d'en savoir un peu plus, que genre il est au courant de beaucoup de choses, ce personnage mine de rien, et même s'il peut pas parler, il peut pas vraiment comment on pourrait appeler ça, il est à la fois la fabulation de quand quelqu'un aimerait réagir dans une œuvre. Vous voyez, comme quand par exemple on est témoin par exemple de ce qui se passe dans l'œuvre, on se dit putain mais elle devrait faire ça, voilà. Et ben là, t'as ce personnage qui sauve un petit peu la face d'une certaine façon comme ça, même si c'est entre guillemets, parce qu'évidemment c'est peut-être pas ça encore, hein, j'ai peut-être surinterprété quelque chose ou sous-interprété quelque chose, parce que je pense qu'on a plus tendance dans ce film à sous-interpréter. Puis évidemment, il y a le fait que
voilà quoi, il est au courant de certaines choses parce qu'il n'est pas. Le chien, c'est même un des personnages les plus éclairés, ce qui est ironique parce que bah, c'est un chien de chasse et que voilà quoi. C'est censé être le. C'est même un chiot de chasse pour être plus précis, parce que c'est un petit machin quoi, c'est pas. Bref. En plus, il devient pote avec les enfants de la liberté, donc si c'est pas pour dire que ce serait un beau message si c'était effectivement le spectateur. Bon. Et du coup, alors il remonte, et à partir de là, bon bah alors là il fait ce que. Bon alors là, bon ça a beau être un roi dictateur, je pense que ça c'est le passage où ils ont essayé de faire genre que. Comme c'est pas c'est une face de roi un peu plus humaine, entre guillemets, enfin un peu plus réaliste au niveau humain, ils ont essayé de faire genre à ce passage-là sûrement de l'humaniser, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui, après sa dure journée de chasse en forêt, et il arrive, il est comme ça, il se met de la musique, il serre un canon, d'ailleurs je vais le faire aussi maintenant qu'on y pense. Je vais pas louper l'occasion de me serrer un canon, moi aussi. Bon après, ça fort m'étonnerait qu'il... Ah non, c'est bon, c'était ouvert. Fort étonné qu'ils boivent la même chose que moi, parce que bon, hein, c'est un dictateur du turfu. Quoique, je pense qu'un chardonnay de 2009 dans le futur apocalyptique d'un... Voilà, ce serait pas dégueulasse, croyez-moi. Hein. Donc voilà, bon, il sert son canon. Il rebouche la bouteille. Il se boit une lampée. Pas dégueulasse, et... Ah non, vraiment, je me suis pas fait niquer sur ce coup-là. En plus, il est bien beurré comme j'aime. Bon. Et du coup, voilà, donc du coup, il sert son canon, etc. Et du coup, sur une chanson qui d'ailleurs sera la bande-son de l'histoire, même si on a déjà eu de la musique à ce moment-là du film et que on sait quelle est la bande-son. Mais là, on a la version entre guillemets originale, celle qui est dans la version de 53. Et du coup, à ce moment-là, il y a cette fameuse musique qui part dans la radio, et où c'est chanté, du coup, il y a carrément quelqu'un qui chante, et il va, et il se balade, il regarde ses tableaux, et c'est là que on est censé s'attendrir parce que il regarde la bergère et enfin en tableau, parce que c'est un tableau, c'est pas ce coup-là, oui, on a abandonné le concept de la figurine, enfin le santon, pour faire des tableaux, ce qui est plus parlant dans le film de toute façon. Et là, il sera la bergère, il a l'air machin et tout, et puis finalement, on sait pas quoi que c'est un connard, parce qu'à moi il regarde l'autre tableau à côté, alors tu te dis quand même que ce gars-là, c'est pas la moitié d'un con. Parce que s'il aime pas le tableau du ramoneur, pourquoi il a le tableau du ramoneur dans sa chambre? Je veux dire, si tu l'aimes pas, je veux dire, pourquoi est-ce que... Tu passes ton temps à dérouiller des centaines de mecs à coups de je tire sur des cordes et je t'envoie ça aux oubliettes pour toujours, et d'un coup il y a un tableau qui résiste encore et toujours. Alors ça, vous vous foutez de ma gueule. Je veux dire, le gars, on est bien d'accord que... Alors je sais pas si c'est un message caché sur le fait que les dictateurs, ils ont une connerie intrinsèque, mais ça m'étonnerait pas en fait, mais... Franchement, c'est ça quoi. D'accord, il garde le tableau de la bergère parce que, bon, bah, voilà quoi, il se gelait royal dessus, admettons, mais bordel de merde, il y a quand même un moment où si t'aimes pas le tableau que t'as mis juste à côté. Ah, misère. Et voilà, et ça, c'est le passage où on est censé s'attendrir. Ah oui, et j'oublie un détail en fait, qui est pas du tout un détail, en fait, c'est gros oubli de ma part, hein, excusez. C'est à un moment donné, juste avant de remonter jusqu'à sa truc, il y a l'étape, parce que c'est ça qui m'embrouille en fait. C'est à l'étape où il remonte tout le truc, et heureusement l'alcool était là pour me le rappeler. Il y a eu le passage où il va se faire un portrait. Et à ce moment-là, il se passe ce qui se passe, c'est que comme le mec louche, comme genre en fait il arrive à se regarder dans les yeux, le gars, en fait, faut bien comprendre ça. Et du coup, ben, le gars qui peint, alors il le peint bien comme il faut, en tenue de chasse, tout ça, alors qu'il est même pas en tenue de chasse, moi il a re-enlevé son chapeau de chasse pour se mettre en roi, bon bref.
Il le fait en tenue de chasse de ouf, etc., etc. Il fait bien le fond du décor, le gars il peint en 2-2 parce que c'est un artiste, attention, un privilégié, parce que, enfin, c'est surtout quelqu'un qui a dû dictatorer le cul à fond, mais bon bref. Et à un moment, ben, il vient le moment de lui faire les yeux, et là tu te dis que c'est important pour la narration qu'on découvre ça, mais le gars comment il s'est démerdé pour pas se dire que le dictateur de l'endroit, il allait pas le dessouder s'il le faisait loucher. Bon bref. Bon après oui, tu pourrais penser bêtement qu'un roi ait de l'ego et du coup de l'amour propre, mais évidemment celui-là n'en avait pas la moindre... voilà, bon bref. Et du coup, évidemment, donc du coup il fait genre que tout se passe bien, oh vous m'avez super bien pâmé, Mickey, et là d'un coup, bam, l'autre il lui tourne le dos. Et ben, fatale erreur, puisqu'il se retrouve à 6 pieds sous, sûrement au lion, hein. Apparemment c'est la seule destination qui a l'air de convenir à ceux qui le... entre guillemets, qui l'insupportent, entre guillemets. Donc voilà. Et après du coup il ramène, d'ailleurs tu sais même pas comment, parce que personne n'a le droit de rentrer dans ces putains d'appartements, mais il y a quand même le tableau dans ces appartements. Bon bref. Et là, il se refait le portrait, littéralement. Parce que du coup, il se refait les yeux pour plus loucher. Et à ce moment-là, le piaf arrive, tape à la vitre et lui fait un bon... voilà. Et du coup, là, il s'énerve, il va se regarder dans le miroir, complexe, défonce la gueule du miroir parce qu'il y a la sienne dedans. Le gars se déteste, en gros. Ouais, pas d'amour propre, hein, malheureusement. Et après, il va se coucher. Bon, là, on a une super chanson de l'oiseau qui explique aux petits oiseaux que l'autre... il laisse la lumière parce qu'il se chie dessus. En même temps, tu m'étonnes. Si t'étais le dictateur d'un peuple entier, du futur, où les pecnos du futur pensaient qu'à une seule chose, c'était... enfin, plus ou moins pensaient à une seule chose, enfin, tu sais même pas s'ils pensent qu'à ça, parce qu'ils s'en rendent peut-être même pas forcément compte. Le peuple, une fois que c'est endoctriné, c'est endoctriné. Et là, tu te dis, merdoum, hein, du coup, merdoum, ça se trouve, oui, le gars, tu m'étonnes qu'il ait pas la conscience tranquille. Bon, bref. C'est bon. Et du coup... bref. Et là, d'un coup, les tableaux s'animent. Et t'as bon, la bergère à bonheur qui se font des... qui se disent des mots gentils, enfin qui disent des mots gentils. C'est là que tu vois que le film date un peu quand même. Parce que autant la bergère, elle aime le ramoneur parce qu'il est gentil, autant le ramoneur, il aime la bergère parce qu'elle est jolie. Bon, voilà. On va dire que pour l'époque ça passe, même si en fait, c'est quand même... c'est dommage, hein, ils ont raté le coche de... Pour des gens qui voyaient dans le futur, ils sont peut-être un peu plantés sur ce coup-là. C'est dommage. Mais bon, bref. En même temps, la demoiselle en détresse, c'est tellement un cliché ancré, sa race. Et puis, c'est peut-être aussi pour respecter un poil l'œuvre d'origine. D'ailleurs, en parlant de respecter un poil l'œuvre d'origine, il y a une statue d'un vieux mec sur un cheval qui représente plus ou moins, comment on pourrait dire ça, qui représente plus ou moins en fait je dirais le hockey boomer en fait, parce que c'est littéralement la vieille génération qui pense que la nouvelle fait que des conneries. Alors que voilà, bon, alors que lui, bon, il n'est pas mieux avancé, surtout que... Et lui, je pense que c'est lui la réelle représentation par rapport à l'histoire du chinois, parce que, à la base, ce qui se passe, enfin, du santon chinois, parce que ce qui se passe, c'est que le truc en question se brise, et c'est comme ça qu'il s'évade, en fait. Et là, comme il se fait dessouder par le roi du tableau, attention, parce que, ah oui, parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que, pour ajouter de l'horreur à l'histoire, ils ont décidé que un roi humain, quand il montrait qu'il avait 2-3 petites capacités, on va dire humaines, le roi, c'est-à-dire qu'il avait des sentiments, par exemple, envers lui-même seulement, mais quand même, et bien d'un coup ils se sont dit, et si on faisait en sorte que le gars dans le tableau, c'est-à-dire le truc encore plus monstrueux, c'est-à-dire que quelque chose qui, du coup, a de l'amour propre, mais dans le sens où il ne louche plus, donc il se sent encore infiniment supérieur à ce qu'il était avant, donc il va être encore plus dangereux et insupportable. Si on lui donnait la vie à lui aussi dans la foulée, bon alors, il fait plein de conneries évidemment, il est toujours comme son homologue vivant, c'est-à-dire il n'arrête pas de déconner, du coup il permet carrément aux deux autres de s'échapper, il brise la statue du gars du hockey boomer là, et
Et voilà, et puis il va se planquer dans un autre tableau, le vrai roi se lève à cause du bordel que l'autre a foutu, il se retrouve en face de lui, et là, littéralement, quand il se voit, c'est-à-dire que le roi il se voit lui-même, et il se chie dessus, c'est-à-dire que même lui sait que ça craint, même lui sait qu'un double exemplaire de lui ça craint, tu vois, genre, on en est là quoi. Et du coup, bon, bah, du coup, il appelle sa garde, etc. Mais malheureusement, le portrait est plus vicieux que lui et le piège et s'en débarrasse. Et se sert de cette police arrivée pour aller chercher la bergère qui a foutu le camp sur le toit, parce que le ramoneur, ayant son seul moment de gloire à cet instant-là, et comme il est ramoneur, a pu grimper par la cheminée. Voilà, c'est le seul moment où... Enfin non, il y a 2-3 autres moments où tu vois que ça sert à quelque chose qui soit, on va entre guillemets, agile sur quelque chose, mais bon, ça sert surtout à fuir, quoi, parce qu'ils passent leur temps à fuir, en fait, les deux, mais bon, admettons. Après, bon, sans rentrer trop à nouveau dans les détails, parce qu'en fait, c'est surtout cette scène qui est importante, pourquoi? Parce que bon, déjà, c'est le début, évidemment, ça pose les bails, mais déjà, rien que là, il y a énormément de choses à dire, vous avez vu, je n'ai même pas dépassé le début, et j'ai dit une blinde de choses, et il y a tellement de choses à dire juste sur ce passage-là, que, oui, en fait, faut le voir pour saisir, mais évidemment... mais en quoi c'est... Puis en plus, c'est magnifique, en plus, comme dessin animé, parce que tu peux pas... En plus, ça a été fait presque à l'époque pour rivaliser Disney, et je trouve qu'ils sont pas trop mal démerdés, hein. Limite, c'est dommage qu'ils aient pas continué sur la lancée. Enfin si, ils ont fait d'autres trucs d'animation après, le studio, mais... Ils ont pas vraiment... voilà, quoi, ils ont pas... À part Le Roi et l'Oiseau, ils ont pas vraiment de grands chefs-d'œuvre, quoi. Ils ont des trucs sympas, mais rien qui vaut ça. Et bon bref, et puis pour pas... Oui, et puis dernier petit détail sur le hockey boomer, c'est-à-dire la statue sur le cheval, c'est que... non seulement il se gourre complètement, parce qu'en plus il cite les rois épousent toujours les bergères machin dans les bouquins, alors que déjà à ma souvenance il n'y a aucun bouquin qui dit que, mais du coup en plus même dans le bouquin d'origine c'est même pas comme ça que ça se passe du tout, donc c'est-à-dire que le gars en plus de ramener sa phrase comme quoi c'est l'ancienneté, donc la sagesse, il a aucune culture l'abruti, mais bon, et là c'est bien un message de quand t'as ta vieille société qui commence à déconner, qui pense savoir et qui sait pas tant que ça des choses et qui refait les mêmes erreurs, etc. etc. Et puis aussi, oui, quand je faisais la blague de tout à l'heure, le pied de nez du futur, mais il y a aussi les pecnos qui vivent dans des granges, mais du futur, attention. C'est les mêmes pecnos qui existent depuis depuis le début des temps, qui se font bien exploiter leur race et tout, mais... Ah oui, et puis aussi, il faut que je vous parle de ce passage qui est très très important, qui est tellement... vivant par rapport au fait que, oui, que une société, même qui se veut industrielle ou qui se veut, comment on pourrait appeler ça, civilisée, hein, à un moment donné, le roi, bon, alors comme il en a marre de courir après la bergère Ramoneur, il prend son robot géant, oui, parce que il y a un robot géant dans ce film, oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que, souvent on dit oui, quand il commence à y avoir un robot géant qui casse tout, c'est qu'on manque d'inspiration. Alors en fait je dirais le contraire, hein, parce que fallait quand même le faire ça, de dire que on fait un royaume du turfu mais avec un gars qui a des vieilles idées, mais par contre il a un robot géant. On sait pas à quoi il fonctionne parce que bon ben on va dire que c'est la magie de la narration et puis on est peut-être plus loin dans le futur qu'on le pense. Après tout le roi il a bien un trône qui se déplace comme une auto-tamponneuse. Donc à un moment donné, hein, tout est possible. Et même si en fait l'histoire de l'auto-tamponneuse est parfaitement réaliste en point de... Je trouve que technologiquement ça doit être faisable, hein. Après je te raconte pas l'installation électrique dans tout le château, enfin dans tout le royaume plutôt parce qu'il peut faire ça un peu de partout, mais bon. Bref, bref, bref. Voilà quoi, on se retrouve à être avec un robot géant, etc. Et là il arrive à les choper. Enfin, exactement, il s'attribue le mérite de ce que leur de ce que leur maladresse leur a causé. Et bref, et techniquement, il décide contre l'acquiescement de l'épousée de la bergère de laisser en vie le piaf et le ramoneur. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, il décide, il les envoie, il dit, là, ils vont travailler. Et l'autre lui dit, mais vous avez promis qu'ils seraient libres. Mais enfin, ma chère, le travail, c'est la liberté. Et là, tu sens que les mecs, entre le fait qu'ils disent que le mariage, ça sonne comme quelque chose de négatif, et le boulot, quelque chose de négatif, tu sens qu'ils ont quelque chose contre la société,
moderne ou pas, à ce moment-là, qui est un peu pointu, parce que tu te dis, oulala, c'est-à-dire que ça, c'est une critique sociétale qui aujourd'hui fonctionne encore, et qui d'ailleurs est vraiment en avance sur son temps de ouf, mais en plus, ah oui, et puis il faut voir aussi, parce qu'à un moment donné, ils ont des formulaires à remplir, enfin, des formulaires à remplir. Disons que c'est des formulaires qui sont déjà remplis au moment où tu les aperçois, mais il y a quelque chose d'un peu mystique dans cette histoire, c'est-à-dire que, bon alors déjà, Ramon, alors j'adore comment il y a juste des vieux traits sur le papier en guise de signature et qui est juste une vieille empreinte digitale pour faire genre, comme quoi, oui c'est bien, ça je pense que c'est un pic à l'administration française, mais comme on vient de, comme ça datait exactement aussi, ce passage-là date exactement de la version aussi de 53, tu te dis que peut-être ils ont aussi fait une vanne du futur, là aussi, qu'ils ont vu vraiment dans le futur que ça pouvait être encore plus de la merde, l'administration. Ils se sont dit, déjà c'est pourri l'administration, mais attends, tu vas voir, dans le turfu, ce sera encore plus pourri. Et je sais de quoi je parle, parce que moi l'administration, croyez-moi, je tire ma bille et c'est de la merde. Bon. Et oui, et t'as l'impression des fois que deux vieux traits avec la bonne signature, ça justifie tout sur un formulaire. Et tant que t'as pas ce putain de formulaire, eh ben t'es une sous-merde. Bon, bref. Et du coup, ils se retrouvent avec leur contrat de travail un peu chelou là. Ah ouais, d'ailleurs, imagine-toi que le Piaf, à un moment donné, quand il dit sa date de naissance, c'est marqué inconnu. Ça veut dire que l'autre, ils se sont fait chier à faire un vieux trait, mais par contre, ils préfèrent dire que le Piaf, il est tellement. C'est un idéal tellement désuet, la liberté, que on va dire, oh, c'est peu depuis quand ça existe. Voilà, genre, c'est oh, bon. Voilà, quoi, c'est. L'idiot de la liberté. Allez bien manger vos. Un peu acide quand même, hein. C'est peut-être parce qu'il a aéré. Bon, alors, oui. Et du coup, il les envoie bosser, alors évidemment, comme il sabote le travail parce que la dictature c'est de la merde, etc. Bon, là, je vous fais pas des dessins parce que sinon je vous raconte le film. Mais, et après, il y a le fameux histoire du mariage, etc., qui est posé de façon négative. Ah oui, et puis là aussi, il y a cette fameuse scène où justement, comme ils foutent la merde, ils se retrouvent chez les lions. Enfin, même s'ils ont failli aller chez les lions déjà plusieurs fois dans l'histoire. Mais là, ils y vont pour de vrai. Et là, il faut que je vous parle d'un autre personnage qui, en fait, je dirais que c'est le communisme, ce personnage, parce que il est aveugle et il fait de la musique en espérant que le monde aille mieux un jour. Voilà. Je sais pas si c'est un pic ou si c'est un compliment, à vous de juger. Parce que c'est une forme d'espoir, hein, quelque part. Le gars représente assez bien l'espoir, même si c'est l'espoir du communisme, mais c'est l'espoir. En fait, il dit super, le monde existe, voilà, bon, bref. Et du coup, il a été envoyé au Lyon par pure concours de circonstances, lui, pour le coup. Et du coup, il est là à faire de la musique, et les lions, apparemment, apprécient la musique, etc. Et là, le Piaf se jette dans un discours grandiloquent que heureusement même dans la version DVD c'est marrant parce que des fois ils sentent quand même que leur cul il chauffe les gens qui font les choses parce que même dans la version DVD le discours est à l'identique, c'est à dire que là pour le coup ils n'ont pas refait le doublage à cet endroit là, ils ont gardé le cabotinage et exactement tout ce qu'il y avait à l'identique et là tu te dis eh ben voilà, tu vois que c'était pas compliqué de faire une bonne version DVD. Bon, bref, et du coup voilà, il y a ce fameux passage génial où il explique de façon qui serait interprétable. Alors, ça, peut-être que ça avait du sens avant sous une certaine forme et que maintenant ça peut en avoir sous une autre forme. C'est-à-dire que c'est tellement intemporel comme œuvre que on peut mettre ce qu'on veut sur cette scène. C'est-à-dire que tu peux avoir les aspirations que tu veux, la culture que tu veux, tu peux t'y retrouver dans cette scène. Il n'y a pas photo. Alors, du coup, évidemment, ils arrivent à s'évader. Ils grimpent, ils vont jusque là où il y a le mariage, et là évidemment, alors là, blague sur justement les journalistes de... Enfin, ou même pas forcément les journalistes, juste les personnalités de télé qui parlent de la royauté en leur léchant le cul, des blagues avant, voilà, Stéphane... En fait, on vannait Stéphane Bern, je sais même pas si Stéphane Bern il était né. Bon, il était peut-être né, Stéphane Bern, mais en 50, peut-être, hein. Mais, genre, on fait des vannes, le gars, il est même pas, c'est pas une personnalité publique, on fait déjà des vannes sur lui, tu vois. C'est-à-dire que, on a fait une vanne Stéphane Bern avant que ce soit drôle de faire des, genre, avant qu'on puisse commencer à faire des vannes sur genre, c'est quand même pété, ça, non?
Bref, et oui, et puis vous voyez, ils veulent le mariage comme quelque chose de relativement négatif, parce que même dans la version happy end, hein, eh ben, il se marie pas, la bergère et le ramoneur. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Ou alors c'est peut-être un sous-entendu que le fait qu'il fasse une photo, ce soit une photo de mariage, mais je préfère nettement la fin de la version de 80, parce que justement, on va y venir. Le roi se fait un peu repérer, se fait rattraper par le Piaf, et du coup il s'évade sur le robot géant avec sa mariée. Que... Ah oui, juste avant justement qu'il s'évade avec sa mariée, le roi fait un dernier geste d'ingratitude colossale. Son bras droit, le gars qui est toujours là depuis le début, le gars qui a peut-être même, que je dis, c'est la deuxième personne qui est potentiellement à tuer la femme de l'oiseau. À un moment donné, il fait dire oui, c'est-à-dire il se démerde pour que la bergère elle dise oui, entre guillemets, d'ailleurs au curé qui ressemble le plus à Louis XIV que j'ai jamais vu. Bon bref, donc c'est-à-dire que le gars il se fait littéralement marier par Louis XIV. Si c'est pas un roi qui se la pète à max, ça, tu vois, genre, tu le sens le gars qui a besoin qu'on voie qu'il est le roi. Bon, genre, oui, parce qu'en fait, même une fois que ses yeux, ils sont redevenus droits, enfin, ils sont devenus droits, ils sont pas redevenus, ils sont devenus droits, et parce que c'est un portrait tout, non, le gars, il continue de devoir compenser son minuscule pénis. Et du coup, il monte dans son robot géant avec, voilà, quand l'oiseau débarque tout, et finalement, l'oiseau et ses enfants chopent le ramoneur, l'emmènent jusqu'au truc, et l'oiseau prend le contrôle du robot. Il détruit le royaume parce que évidemment la liberté elle commence à en avoir plein le cul et elle défonce. Alors puisque apparemment tout ceci est le symbole d'une dictature, que toutes les œuvres artistiques sont issues du fait que le roi ne regardait que son nombril et que tout lui ressemble, on va juste tout défoncer. Alors du coup là t'as une baston de robot géant, hein, littéralement, contre une ville en fait, hein, voilà. Et du coup, donc il déboîte bien tout le royaume, hein, voilà. Et après, le roi se fait jarter par un ventilateur au loin. D'ailleurs, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a un truc différent. Dans la version de 53, il y a le passage où il se fait souffler, où t'as les pecnos, entre guillemets, et puis plus le gars qui est l'aveugle qui fait de la musique, qui le regarde. D'ailleurs, c'est ironique parce que le gars il est aveugle, mais il a quand même fait le mouvement de... où il a regardé qui foutait le camp. Alors j'avoue ça c'est dommage que c'est pas un passage qui... C'était peut-être voulu comme trop comique, peut-être, je sais pas. C'était peut-être pas assez, je sais pas, à leur goût, mais c'est dommage parce qu'au moins on aurait pu garder au moins l'aveugle qui fait le... Parce que ça aurait été excellent ça en fait, hein. C'est juste excellent l'aveugle qui regarde alors qu'il est pas censé pouvoir le voir. C'était excellent. Moi ça m'a tué. C'est le seul truc qui m'a tué dans la version de la bergère, la ramoneur. C'est vraiment des rares trucs que je dis, ah ça c'est dommage que ça n'existe pas dans la version. C'est pas été gardé dans la... Surtout qu'en plus c'était jamais qu'une scène qui pouvait marcher parce que le roi se fait souffler dans les deux cas. Donc voilà quoi. Et ben... Et voilà, du coup, tu te retrouves avec... Et par contre, là, du coup, la fin où elle change, c'est que du coup, ça devient une fin morte, parce que tout le monde s'en va. D'ailleurs, dans ce que j'ai toujours pensé être un désert, mais qu'en fait, après mûre réflexion, comme je vous dis qu'à chaque fois, il faut revoir pour comprendre, en fait, c'est une plage. Le mec s'est fait une dictature en bord de mer, le bâtard. Bon. Donc si ça se trouve, en fait, c'est un Marseille futuriste, hein, c'est en bord de mer et tout. Bon, après, personne n'a l'accent, mais bon, bref. Et du coup, on se retrouve avec justement le robot qui prend conscience tout seul parce que personne ne le contrôle et qui libère l'oiseau, enfin l'oisillon qui la relève de la liberté, entre guillemets. Il le laisse s'envoler et là, il déboîte la cage. Oui, parce qu'il y a une histoire que l'oiseau il se fait choper dans une cage assez souvent, mais c'est pour montrer peut-être que la naïveté, ça craint du boudin. Enfin, que c'est dangereux la naïveté, faut pas en abuser. Et du coup, on se retrouve avec justement cette image de fin, avec les chaînes sont brisées, la liberté, et voilà. En plus, c'est une référence au penseur de Rhodes, etc. Bon, bref. Imagerie, 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 c'est beau, c'est grand, c'est spirituel. C'est pas du tout caricatural, hein, c'est pas parce que j'ai l'air de l'expédier, c'est juste que ça fait une pompe que je fais cette vidéo, il faut qu'on en termine un jour. Et
Voilà. Et même si là, et du coup ça reste une fin ouverte en fait, parce que on sait pas ce que sont devenus la bergère Ramoneur. On sait pas ce que sont devenus. Est-ce que la liberté va continuer à faire son œuvre? Est-ce que les erreurs du passé vont être répétées? Possiblement. C'est d'où d'ailleurs le message du film, c'est que voilà quoi. Tu sais jamais. Voilà. Après évidemment, il y a quand même des traits humoristiques. Évidemment, dans ce film, tout n'est pas complètement sérieux. Même s'il y a beaucoup de mélancolie, d'observation, de contemplation, de choses à comprendre, de messages à recevoir, même si c'est vieux et du coup tu sens qu'il y a des... Il y a deux, trois lacunes comme je disais avec le coup de la bergère qui est aimée parce qu'elle est jolie et que c'est la demoiselle en détresse, même si elle aurait pu être plus demoiselle en détresse que ça pour l'époque, quand tu vois ça finalement tu dis qu'ils ont quand même essayé, ils ont fait des efforts quand même, tu sens. Mais bon. Ah oui, et puis aussi il y a deux, trois trucs humoristiques qui sont à la fois très drôles et très profonds. Comme par exemple, à un moment donné... l'oiseau rencontre pour la première fois la bergère Ramoneur et leur explique que comment le monde fonctionne en de vagues termes. Et là, il me semble qu'on t'explique une théorie de l'univers, en fait on t'explique un truc de métaphysique entre guillemets, que c'est la Terre tourne, pourquoi tourne-t-elle? Parce qu'elle est ronde, etc. Et comment tourne-t-elle autour du Soleil? Et là, je voudrais vous arrêter sur le comment tourne-t-elle. Parce que je veux bien qu'on ait trouvé depuis le temps la théorie de la gravité, que le fait que les satellites et tout ça, mais le fait que ce soit comment tourne-t-elle, qu'à la réponse de comment tourne-t-elle, le Piaf ils disent autour du Soleil, c'est-à-dire que c'est pas elle tourne par un... En fait, il n'a pas dit une phrase scientifique hyper compliquée, non. Il explique juste que, en fait, c'est parce que c'est autour du Soleil, c'est comment elle tourne, mais autour du Soleil, parce que c'est l'effet, justement, physique qui fait que la Terre tourne, justement, et se fait... voilà, tu vois, c'est comme ça qu'elle tourne pour de vrai. Tu fais, mais attends, mais c'est vachement avancé, ça, même au niveau, c'est quelque chose de très pointu, c'est à expliquer à des gosses, tu vois que du coup, c'est pour tout le public, mais surtout que même ça te prend pas pour un con, ça te prend tellement pas pour un con. Bon, après, il y a le gag qu'elle fait ça en 10 secondes alors qu'elle est censée faire ça en 24 heures pour tourner. Mais c'est parce que vous êtes des nouveaux. Elle a fait ça pour vous faire plaisir. Le pire, c'est que tu sens que c'est un pic au spectateur, ça aussi, entre guillemets, parce que c'est genre, ouais, le monde il tourne, il t'a montré comment il fonctionnait, c'est parce que tu viens de débarquer, c'était pour te faire plaisir. Voilà, c'était pour la forme. Et juste après, le pire, c'est que t'as un autre truc de comique, c'est que, enfin, c'est pas censé être drôle, mais moi je le vois comme quelque chose d'un peu drôle quand même, c'est que le roi complexe tellement que... Il dit, une charmante bergère et un petit ramoneur de rien du tout. De rien du tout. Il fait répéter rien du tout au gars dans le... Genre, c'est-à-dire que le gars il est comme ça à sono pour répéter, pour parler dans l'interphone du monde, du pays, pour dire oui, la dictature, pour dire oui, alors là, faut retrouver une charmante bergère et un petit ramoneur. De rien du tout. Non, mais je l'ai déjà dit. Ah, oh putain, oui, de rien du tout, je le répète 2 fois, de rien du tout, oui, parce que l'autre il a dû tenir une corde pour dire de quoi, tu veux pas répéter? Voilà, parce que voilà, ça fait. À la base, voilà, de rien du tout, c'est-à-dire que le ramoneur il est tout petit, parce que le roi il est très grand, parce que la taille de son pénis. Et voilà, c'est. Alors que bon, bah c'est pas toi qui as la gonzesse aux dernières nouvelles. Mais bon, bref. Voilà. Après, évidemment, il y a des tas de trucs que tu sens qu'à l'époque, il y avait des trucs qui n'étaient pas calculés, comme par exemple, que ça marche quand même pour une blague, le fait que ce soit un ramoneur ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment, genre, elle préfère... Elle choisit entre un roi et un ramoneur, et évidemment, elle choisit le ramoneur, même si je sais pas si l'expression à l'époque, elle devait quand même exister, cette expression à l'époque. Se faire ramoner quand même la cheminée, ça devait quand même exister, mais bon... Ce qui peut-être te donne un côté un peu... Enfin non, c'est l'inverse de côté vénal justement, parce que le vénal aurait choisi la royauté évidemment, mais là du coup le vicelard a forcément choisi voilà, le ramoneur évidemment. Bon, alors attends, on va quand même essayer de finir sur une meilleure touche que ça. Alors, disons que pour faire dans les grandes lignes et à la fois dans les pas grandes lignes, parce que je suis pas du tout allé dans les grandes lignes, le roi et l'oiseau, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, alors, c'est une œuvre intemporelle parce que ça marchera quoi qu'il arrive. Je veux dire, tant que les humains seront cons, ils referont les mêmes conneries. Clin d'œil, clin d'œil. Cette œuvre aura du sens. Et quelque chose me dit qu'elle n'est pas prête de perdre du sens. Hein.
Là, ça c'est clair qu'elle est pas prête de perdre du sens. À la rigueur, peut-être que le seul truc qui manque réellement dans ce film, c'est que on se concentre sur des personnages qui sont entre guillemets représentatifs, enfin symboliques, et que il n'y a pas vraiment le peuple en soi. C'est-à-dire que le peuple est représenté évidemment, mais il n'est pas. Le peuple ne se bat pas vraiment. C'est-à-dire, c'est vrai que ce film pourrait donner l'impression que la liberté trouve toujours son chemin entre guillemets, mais bon. Parce que c'est surtout un message d'espoir à ce niveau-là. C'est pour ça que la liberté trouvera toujours son chemin, mais le problème c'est que tant que le peuple s'obstinera à se laisser marcher sur la gueule et être un pecno du futur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Tant que ça s'acharnera, ça s'arrêtera jamais. C'est pour ça que c'est à la fois beau comme œuvre, mais c'est surtout triste par le fait que ça a tellement raison. Et bon, alors sinon oui, la belle morale c'est la liberté trouvera toujours son chemin. Il faut jamais se laisser bouffer par justement des soi-disant idéaux qui en fait sont... parce que, ouais, voilà, c'est aussi la dictature à plusieurs visages. D'accord, là on a mis une royauté, mais c'est pas, c'est pour les, c'est pour que, c'est parce que sûrement que c'est à la fois un clin d'œil au fait que le roi est un petit peu con et du coup il s'est autoproclamé roi parce qu'il fallait bien dire que je suis une autorité, mais aussi c'est peut-être que pour que les plus cons qui regardent le film comprennent que un roi, ça a des sujets et lui commande et les autres obéissent. Mais dans une dictature, c'est ça de toute façon. C'est un gars au-dessus des autres qui commande alors qu'il n'est pas spécialement plus qualifié. Des fois même, il est là par le sang, l'héritage, etc. Du coup, il est encore moins qualifié que tout ce que tu veux. Mais prenons un exemple moderne qui existe vraiment. Genre, par exemple, la Corée, voilà, hein, du Nord. Ben, c'est un peu ça, techniquement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va s'attribuer des tas de trucs alors que finalement... Et ils font venir des gens, voilà, de partout dans le monde, etc. Pour faire genre, regardez comment on est à la pointe. Alors que finalement, ben, c'est des idéaux qui sont encore plus vieux que le Moyen-Âge dans une apparence plus moderne. C'est pour ça que, c'est vrai, hein, c'est que tu vois qu'il avance son temps à tel point, c'est qu'il y a des dictatures de nos jours qui font du sens par rapport à cette œuvre. Et c'est pour ça que cette œuvre elle est très importante et qu'il faut surtout pas négliger une œuvre comme celle-là. Déjà parce que, bon, ben, pour une fois qu'on peut dire que c'est français de la bonne façon et que voilà quoi et voilà, pour une fois c'est une œuvre française de la bonne façon, que bah, c'est tout ce qui nous manque même en ce moment, des trucs comme ça, et voilà, il faudrait des films comme ça, il en faudrait plus, et pourtant ils perdraient pas de leur charme, je suis sûr, hein, mais bon bref, voilà, donc du coup voilà, on s'est bien étendu sur le sujet. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film, même si c'était surtout refaire le monde en picolant, ce que j'ai fait, mais voilà. Allez, j'espère que voilà, ça vous aura plu, tout ça, que ça vous a donné envie de regarder le film, que... etc. Que même si vous connaissiez déjà, parce que c'est vrai que j'ai l'air de dire ça comme ça, mais en vrai, c'est quand même très connu, hein, Le Roi et l'Oiseau, on va pas déconner non plus, je vais pas dire que si c'est... Voilà, donc, quand même, ou au pire, revoyez-le, au pire, en essayant de trouver la bonne version, c'est-à-dire celle de 80, et pas cette saloperie de version DVD, et voilà, et ça louche. Et n'oubliez pas, méfiez-vous des pièges! Pièges à oiseaux! Pièges à enfants!